Aujourd'hui, c'est plus simple en fait de trouver un bureau que ce qu'on pouvait avoir avant, puisqu'il y a moins de personnes qui recherchent. De manière générale, vous avez quand même une progression par rapport à ce qu'on a pu voir pendant les épisodes de confinement, mais vous avez une progression de l'offre qui est plus forte qu'une progression de la demande. Donc forcément, vous allez vous retrouver avec un certain déséquilibre qui, normalement, en effet, pour être ramené à l'équilibre, devrait voir une baisse des prix. Aujourd'hui, on voit une baisse des prix de manière générale nationale. Quand on regarde à l'échelle de la France, on est sur une baisse des prix au niveau des bureaux à la location qui est aux alentours de 15%. Voilà. Donc on est quand même sur une belle baisse des prix par rapport à l'année dernière. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors nous y voilà, un épisode estival tourné chez Cosa Vostra. On n'est pas dans une torpeur complètement dingue, là ça va, on arrive à être, on n'est pas plombé par la chaleur. Salut. Ça va. Maëlys Rebora. Salut Maëlys. Salut. Je suis ravi de t'accueillir sur La Martingale. On va parler aujourd'hui du marché immobilier. Bon, ça j'en parle assez souvent, mais un peu plus précis, comme on l'avait fait avec Alexandre Toussaint, notamment chez Baltis Capital, mais du marché immobilier des professionnels, avec quand même quelques extrapolations sur justement les mouvements de population dus aux différentes vagues de confinement, à la pandémie du Covid-19. Je crois que maintenant on peut dire du Covid-19. Enfin, on a le droit. Ouais, je crois qu'on peut dire un peu ce qu'on veut. Voilà, j'aimerais un peu comprendre les gros mouvements qui se passent sur l'immobilier professionnel, différentes sortes de prix, parce qu'en fait, quand on parle d'immobilier professionnel, on peut parler d'une toute petite boutique au fond d'une impasse dans un petit village à finalement une tour entière à La Défense, quoi. Et donc, évidemment, c'est assez large. Toi, tu es experte vraiment là-dessus, puisque tu es chef de marché immobilier professionnel. Tout à fait. Impressionnant. Je peux te tutoyer quand même, t'es sûr ? Tu peux me tutoyer, pas de problème. Et du coup, chez Se Loger, qui est l'endroit où il y a le plus d'offres, je crois, en France. Exactement. Ouais. En fait, c'est donc le site qui est spécialisé là-dessus, c'est Se Loger Bureau et Commerce, au sein du groupe Se Loger, qui gère, le groupe Se Loger gère tous les segments d'immobilier. Et donc, l'immobilier professionnel, c'est Se Loger Bureau et Commerce, où on a l'exhaustivité des annonces de professionnels sur le marché. Donc, d'agences, de brokers, en fait, qui viennent diffuser les annonces chez nous. On a aussi le plus grand nombre de mises en relation. Donc, on est à peu près à 60 000 mises en relation par mois. Et puis, évidemment, le plus grand nombre de visites, avec plus de 520 000 visites en mars. Donc, malgré la période, on a quand même de très belles performances sur le site. Alors, on peut faire ça aussi sur Se Loger normal, je crois, non ? On peut faire ça, ouais. J'ai des alertes, moi, de bureaux sur Se Loger normal. Tout à fait. En fait, on va pas avoir exactement la même expérience. C'est un peu tes concurrents en interne, c'est ça ? Alors, pas exactement, parce que justement... T'as pas le droit de dire qu'ils sont nuls, mais... Non, ça nous ramène du trafic. C'est-à-dire que ça renvoie, en fait, sur le site qui est dédié spécifiquement à l'immobilier professionnel, avec des parcours qui sont bien spécifiques quand on cherche un commerce, un bureau, ou qu'on cherche dans la logistique, un local d'activité ou un local de stockage. Évidemment, on va pas du tout avoir le même type de recherche. On est principalement toujours autour de l'emplacement. Ça reste évidemment le critère primordial, mais on va avoir des types de recherches qui sont différents. Oui, on rappelle les 3 règles de l'immobilier de bureau et de commerce, surtout presque encore plus, mais... Emplacement, voilà, tout à fait. Ça, très bonne règle. Non, alors quand je dis le commerce encore plus, c'est qu'évidemment, un bureau, tu peux être... Bon, alors, faut quand même être pas très loin d'une station de métro ou d'un nœud potentiellement de transport en commun, et économique, ou de transport, d'ailleurs, ça peut être un TGV, ça peut être plein de choses. Mais donc l'emplacement, évidemment, est primordial, mais sur les commerces, si tu mets une boutique à un endroit où personne ne passe devant, finalement, autant ouvrir un entrepôt plutôt qu'une boutique, parce que finalement, personne ne passera devant non plus, quoi. Et au final, ça a un peu changé, justement, avec le Covid. C'est-à-dire que l'emplacement reste toujours important, mais plus forcément pour les mêmes raisons. En fait, on avait regardé, justement, on avait interrogé avec Se Loger Bureau et Commerce, alors le marché au global, pas uniquement les professionnels qui venaient sur notre site, pour voir si on avait des critères qui avaient changé pendant le confinement. Et évidemment, pour voir surtout si ces critères étaient restés étaient devenus structurels. Parce que le risque, quand on regarde ce qui se passe pendant les épisodes de confinement, c'est qu'on peut avoir l'impression de voir de nouvelles tendances qui vont se développer. Et puis au final, on se rend compte, quand on regarde après les mois qui suivent le confinement, que ces tendances se résorbent et qu'on reste un peu sur une structure du marché qui est assez similaire à ce qu'on avait avant le Covid.
Et l'emplacement, justement, c'était le premier critère en fait qui a été donné par les professionnels qui recherchaient tout type de bien en disant que c'était le critère qui avait le plus changé. C'est-à-dire que pour eux, l'emplacement restait évidemment très important, mais plus pour les mêmes raisons et plus forcément le même emplacement. D'accord. Voilà. Donc on se retrouve avec notamment, alors sur les commerces, là où on a vu en fait un mouvement, c'est que, alors évidemment avant on avait vraiment les commerces où on les voyait en termes de commerce de proximité, c'est-à-dire je vais chez mon commerçant, j'achète, je repars. Et donc forcément, ce qui allait être intéressant, c'était le fait d'avoir une influence assez forte de trafic piéton notamment, alors potentiellement aussi véhicule en fonction du type de commerce qu'on a et qu'on souhaite mettre en place. Aujourd'hui, on se rend compte que y a eu, alors c'est pas des nouvelles tendances, c'est des tendances qui se sont renforcées. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle par exemple les dark kitchens. Alors pour ne pas citer de nom, on se retrouve avec des Fresh Tea, Food Cherry, etc. qui en fait utilisent un réseau de cuisines qui ne sont pas ouvertes à l'extérieur pour préparer leurs plats et ensuite font de la livraison. Donc on n'est pas du tout sur le même business model qu'un restaurant. Donc ça veut dire que finalement un emplacement qui a une cuisine et qui est juste potentiellement dans un bon quartier mais mal placé, pas sur Exactement. une rue. Et c'est drôle d'ailleurs je sais pas si tu connais un peu le quartier ici, on est Un dans le petit peu. 17e, mais il y a un coin de la rue là qui est très peu passant et dans lequel ont ouvert 3 ou 4 dark kitchens en fait. Voilà. Et bien en fait on se retrouve avec... alors ça c'était déjà quelque chose qui s'était bien développé avant. Évidemment on le sait, c'est depuis qu'on n'avait plus le droit pendant les épisodes de confinement de se rendre au restaurant, dans les cafés, dans les bars, où en fait on s'est mis à beaucoup commander aussi parce que il faut savoir que quand on a une journée qui est de 8h à 18h qu'on peut pas aller faire les courses, on n'a pas le choix, on commande quoi. C'est hyper intéressant, c'est exactement pour ça que je voulais t'avoir absolument, que j'ai fait des pieds et des mains pour avoir Maïlis Rebora dans ce podcast. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Alors notamment là, sur un point très précis, mais la livraison. Je reformule ce que tu as dit. Les dark kitchens sont en fait des restaurants qui n'en sont pas, entre guillemets, Exactement. en tout cas, qui sont des cuisines qui vont faire de la livraison uniquement de nourriture. Donc sur Uber Eats, Deliveroo, plein d'autres applis de delivery. Donc évidemment, elles n'ont pas cette problématique de accueillir du monde et surtout d'avoir du passage, terrasse, exactement, des terrasses, du passage devant chez eux. En fait, c'est pas un endroit où tu passes devant, tu te dis ah tiens j'irais bien dîner là. Non. D'ailleurs de temps en temps tu passes devant, tu te dis j'irais bien et puis en fait bah non ils te disent non bah commande. Bon, ok. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un potentiel emplacement un peu pourri il y a 2 ans, aujourd'hui il peut se valoriser parce qu'en fait il est bien fait, tu peux y mettre parce qu'en plus pour faire de la nourriture, de la cuisine, il faut avoir une extraction, il faut avoir exactement. Donc peut devenir tout d'un coup un emplacement presque premium, tout comme du stockage, je crois du dernier kilomètre, j'ai l'impression. Exactement, tout à fait. En fait, on a aussi ce qu'on appelle les dark stores. Voilà, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur des locaux de stockage qui vont permettre d'acheminer sur le dernier kilomètre un bien qui a été commandé. Donc en fait c'est pareil, c'est de la livraison. À la différence des dark kitchens, c'est qu'il n'y a pas de production, c'est que du stockage. On est vraiment sur un emplacement qui va permettre de délivrer le plus rapidement possible. Et on l'a vu forcément, alors ça existait déjà, on avait déjà la livraison à 24 heures avec tout type d'enseigne, enfin tout type d'enseigne en ligne qui existait avant le confinement, mais ça s'est énormément développé. À partir du moment où on n'a plus le droit de sortir et on s'est dit en fait je veux continuer à avoir mes services, mes produits qui soient disponibles et surtout je veux les avoir aussi rapidement que si j'avais pu me déplacer et aller directement les acheter. Sachant qu'en plus en ce moment on a quand même tendance à essayer de limiter la circulation dans les villes. Tout à fait. Du coup on va prioriser les endroits où en effet on est tout proche de ce qu'on appelle donc la livraison au dernier kilomètre, vraiment de la destination finale des produits quoi. Ça, c'est vraiment hyper intéressant et en effet, ça va dans mon idée. Je te disais avant de commencer tout ça, je veux vraiment qu'on puisse parler au plus grand nombre sur la martingale. Et ça veut dire que par endroit, en fait, un rez-de-chaussée, une boutique avec extraction d'air mal placée dans une ville, même comme Paris, ça peut être valorisé. Ça peut être valorisé, mais ça peut être accessible aussi, surtout. On parle pas forcément de prix d'immobilier professionnel. On peut, j'imagine, trouver des bons rendements derrière, parce qu'en effet, je te parlais du rez-de-chaussée ici, un rez-de-chaussée ici qui fait 60 mètres carrés, ça peut se louer 3 000 €. Un 60 mètres carrés dans le quartier pour une habitation, ça se loue pas 3 000 €. Non. Et donc du coup, je veux dire en termes de rendement, on a une tendance en tant que
particuliers à aller tout de suite vers de ce qu'on connaît, c'est-à-dire la location d'appartements à des particuliers, mais il y a un monde des possibles quand on se lance dans l'univers du professionnel. Tout à fait. Et d'ailleurs, justement, c'est un des autres sujets qui... alors, on en a beaucoup parlé, on le voit peut-être un peu moins, mais aussi parce que c'est plus difficile aujourd'hui de l'identifier sur notre site, c'est tout ce qui concerne la transformation des bureaux en appartements. Voilà. On en a énormément parlé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus simple aujourd'hui de transformer un bureau en appartement qu'un commerce en appartement, parce qu'on a des commerces qui sont préservés, enfin qui doivent être préservés en fait sur certains grands axes commerciaux. Par exemple, bon, ça tombe du bon sens, mais quand vous allez sur les Champs-Élysées, vous n'allez pas pouvoir prendre un commerce là-bas et le transformer en habitation. C'est pas possible, c'est réservé. Je serais bien installé pourtant moi dans l'ancien Virgin là, qui est devenu les Galeries Lafayette, un petit appartement avec un bel escalier au milieu. Sympathique, n'est-ce pas? Et donc on ne peut pas sur ces types d'actifs-là. Par contre, sur les bureaux, c'est plus simple. Là où il faut faire attention, c'est quand même, c'est pas tout à fait, enfin c'est pas très simple. Hein. Il y a des documents à déposer à la mairie, il y a des accords à recevoir. On change en fait ce qu'on appelle l'usage. Donc c'est pas la même chose que quand on change la destination. Où là, par exemple, on va d'un local commercial à un bureau, il y a moins de restrictions, moins de contraintes. La destination, je pensais que c'était définitif et l'usage provisoire, c'est pas ça? Non, alors en fait, vous pouvez changer les deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la possibilité, en tout cas de professionnel vers de l'habitation, vous avez la possibilité de changer. Par contre, vous devez vérifier tout de même que dans votre bureau, vous avez des accès à l'eau potable, vous avez accès à l'électricité, etc. Et donc, il y a aussi un permis de conduire à déposer. Donc, potentiellement... De construire, pardon. Un permis de construire. De construire, excusez-moi, à déposer. Et donc, forcément, vous allez avoir un peu plus de temps que si vous étiez en train d'investir directement dans un appartement qui était refait à neuf, quoi. Alors non, on a fait l'inverse. À Bordeaux, on a acheté un hôtel particulier, on l'a transformé en bureau. C'est vrai, mais c'était un peu la mode avant, en fait. C'est-à-dire que quand vous étiez avant la crise sanitaire, vous étiez sur un marché en fait du bureau qui était très tendu, surtout en Île-de-France. Alors évidemment, voilà, l'Île-de-France c'est là où on a le plus de chiffres, là où on connaît le plus, mais que ce soit en Île-de-France, en PACA, en Rhône-Alpes, en Aquitaine, on était sur des marchés qui étaient très tendus. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre qui était disponible. Sur Paris, on calcule ça en fait en taux de vacances. C'est un taux de vacances, c'est le nombre de locaux qui va être vacant. En vacances. Voilà, en vacances, ouais. Vacant. Donc, sans occupants. Exactement, disponible sur le nombre de locaux totaux. Et en fait, vous allez à Paris, vous aviez donc avant la crise à peu près 2% de taux de vacances. C'est très très bas, 2%. Ça veut dire que pour 100 locaux que vous avez dans une rue, il n'y en a que 2 qui vont être disponibles. Aujourd'hui, on est passé à plus, et surtout en Île-de-France, où on était à 5, on est quasiment passé à 7%. Donc c'est quelque chose qui ne s'est pas vu depuis très très longtemps. C'est dû notamment à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des locaux qui étaient en construction, qui maintenant sont disponibles, donc notamment des bureaux, sur lesquels il y a moins d'engagement. Il y a moins de personnes aujourd'hui qui souhaitent en récupérer. Donc ça présage plutôt une baisse de prix ou pas une grosse augmentation? Exactement, ça présage une baisse de prix. Après, attention, à Paris, on est quand même sur une ville qui résiste globalement, qui correspond pas exactement à l'équilibre qu'on a l'habitude de voir sur l'offre et la demande. Paris, de manière générale, pendant l'ensemble, donc là pendant les derniers 18 mois, on était sur, par exemple sur les loyers à Paris, on était sur soit une baisse très très fine, donc moins 1%, soit carrément parfois sur des hausses. Voilà. Donc on se retrouve avec un marché qui résiste, mais ça tient de la confiance que vous allez avoir en fait dans les propriétaires, dans le marché. Sachant que moi j'ai toujours une petite lumière qui s'affiche quand on me dit ça résiste. Je me dis ça résiste, mais jusqu'à quand? Et c'est vrai que soit ça résiste et ça repart, et donc voilà, soit ça résiste et ça craque. Mais ça résiste, tu vois, je veux dire un endroit où le taux de vacances passe de 2 à 7, 8, 10%. Il y a un moment, soit il redescend à 2, soit le prix flanche, un minimum. Je veux dire, donc on est peut-être dans un momentum intéressant aussi pour ça. C'est vrai que c'est toujours, je pense, assez passionnant. Alors, ce qui est bizarre, c'est que en revanche, on est d'accord que dans l'absolu, les prix de l'immobilier de bureau, alors sauf peut-être exception, sont plutôt moins chers que l'immobilier d'habitation. Donc, oui.
ce que j'ai fait à Bordeaux est complètement débile. Le mec qui se rend compte. Non, mais de transformer une habitation en bureau, c'est pas forcément toujours très intelligent. Mais ça avait du sens en fait à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque où vous vous retrouviez dans des zones, et notamment Bordeaux, où vous aviez une pénurie de bureaux, et où en fait c'était très compliqué de trouver un bureau. Quand vous avez une pénurie, forcément vous avez les prix qui vont flamber. Donc ce qui se passe, c'est que ça va devenir très compliqué, même sans parler de prix qui flambent, tout simplement de trouver le bien, de trouver un bien tout court qui va vous correspondre. Là, aujourd'hui, je vous conseillerais pas de faire la même chose. Aujourd'hui, c'est plus simple, en fait, de trouver un bureau que ce qu'on pouvait avoir avant, puisqu'il y a moins de personnes qui recherchent. De manière générale, vous avez quand même une progression, par rapport à ce qu'on a pu voir pendant les épisodes de confinement. Mais vous avez une progression de l'offre qui est plus forte qu'une progression de la demande. Donc forcément, vous allez vous retrouver avec un certain déséquilibre qui, normalement, en effet, pour être ramené à l'équilibre, devrait avoir une baisse des prix. Aujourd'hui, on voit une baisse des prix de manière générale au national. Quand on regarde à l'échelle de la France, on est sur une baisse des prix au niveau des bureaux à la location qui est aux alentours de 15%. Voilà. Donc on est quand même sur une belle baisse des prix par rapport à l'année dernière. C'est ça qui est bien d'avoir des gens des plateformes, c'est que vous n'êtes pas rémunérés au pourcentage. On est d'accord. Donc tu peux me dire la vérité. Exactement, parce moi j'ai pas de souci par rapport à ça. La plupart des gens qui sont rémunérés au pourcentage, qui viennent ici, des brokers, des agents et des gens qui analysent, ils veulent tous me dire, je sens la résistance à me dire ça a baissé, parce que du coup ils se disent ça va engendrer quelque chose accélérer de le process de la baisse. Donc personne n'ose dire. C'est les prédictions autoréalisatrices. On nous dit toujours faites attention, ne parlez pas trop de vacances, surtout dans certaines zones. Voilà, pour le commercial, c'est normal. On n'a pas envie. Tu veux te faire des amis, toi. Tu parles de vacances et de baisse là, boum, en 3 minutes. Alors, si vous voulez la flinguer, Maëlys Rebora, donc vous la trouverez sur LinkedIn. Je peux vous donner son mail aussi. C'est la réalité du marché. Après, on est sur. C'est pour ça aussi quand je dis que je serais sympa. Je vois. Pardon. Il n'y a pas de souci. Quand je dis que Paris résiste, c'est la réalité. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on observe sur notre site. Quand je dis la réalité, c'est ce qu'on observe vis-à-vis des annonces, évidemment, qu'on va avoir, qui sont à disposition sur le site. Et puis, également, ce qu'on va voir en termes de recherche et ce qu'on va voir en tant que prix affiché. Après, attention. T'as pas la transaction, Exactement. Moi, j'ai pas la transaction. C'est-à-dire que, à l'époque où, justement, on parlait vraiment de Paris avec des augmentations de loyer, en fait, sur les prix affichés, ce qui se cachait un peu derrière, et qu'on vous dit, parce qu'il y a pas là-dessus, il y a quand même pas trop d'opacité, c'est qu'il y avait des aides en fait qui étaient mises à disposition des locataires pour qu'ils puissent louer. Alors ça s'appelle des aides, des accompagnements, voilà, des aides d'accompagnement. Et en fait, on les accompagne ça peut être sur la première année, sur les 2 premières années, sur les 6 premiers mois. On leur fait un prix à moins 50% par exemple pour qu'ils puissent, pour être sûrs en fait qu'ils vont être capables de prendre le loyer, puis surtout, de prendre le local et surtout de payer le loyer. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la problématique, c'est que nécessairement, si vous prenez un locataire qui, derrière, est plus solvable au bout de 3 mois, parce qu'il n'est pas capable de payer votre loyer, ça va être compliqué. Je te confirme. Finalement, sur les transactions, c'est plus meilleurs agents. Vous êtes concurrent ou pas, d'ailleurs? Non, ils font partie du groupe Axel Springer. Oui, en effet, tout le monde, Axel Springer, nos amis allemands ont tout racheté. La Radia sur l'immobilier. Et en effet, là-dessus, tu as plus les ordres de transaction exacts. Oui. Vous avez plus les ordres de mise en vente, de prix de vente. C'est ça. Nous, on a les prix de vente. Après, la transaction, en effet, sur meilleurs agents, c'est... alors, je ne vais pas m'avancer, parce que pareil, je ne suis pas forcément experte là-dessus sur le résidentiel, mais oui, ils prennent en fait la base des notaires. Ils vont avoir à la fois la base des notaires, donc les prix de transaction exacts. Ils vont avoir également les prix qui vont être mis en vente. En fait, il y a tout un algorithme qui va permettre de voir la différence entre les deux et qui va leur permettre aussi de prévoir, en fait, pour certaines données, certaines annonces sur lesquelles nous, on a les prix de vente aujourd'hui, quel va être le prix réel de transaction. Tu connais peut-être Thomas Lefebvre, je sais pas, chez eux, j'ai enregistré avec lui récemment sur la Martingale, donc il vient de chez Meilleurs Agents, et il m'a raconté un peu toutes les données qu'il récupérait. Il récupère les vôtres ou pas? Alors, pas sur l'immobilier professionnel aujourd'hui, non. On est sur... en fait, c'est là où c'est un petit peu différent, c'est qu'en termes de biens, vous allez faire, par exemple, il va être plus simple aujourd'hui de calculer le prix de vente d'un bien en résidentiel, parce qu'on est quand même sur des tendances qui sont relativement similaires, même en fonction des villes, c'est-à-dire qu'on va avoir un prix au mètre carré qui va peut-être être inférieur, mais au final, on va être sur des tendances assez similaires en fonction des nombres de pièces, etc. Okay. Nous, on n'a pas de nombre de pièces, de manière générale, donc on est vraiment sur... on peut avoir des biens qui vont être ce qu'on appelle divisibles, donc on va avoir des immeubles qui vont pas se vendre en un seul lot, qui vont se vendre en plusieurs lots, du coup on va avoir des prix au mètre carré au sein d'un même bien qui vont varier. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir cette estimation. Il te dit que même si tu as la vue Tour Eiffel ou pas, en fonction des immeubles et de la hauteur qui sont entre toi et ta Tour Eiffel et le truc, tu as ton prix d'immobilier qui diffère. Exactement.
Pour revenir juste sur donc on a sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des activités que tu couvres et on va dire un passé, présent, futur, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Tiens, à toi, je te laisse te débrouiller. Non, j'aimerais juste comprendre un peu justement en quelques mots, peut-être sur le commerce et les bureaux. Les deux grands, peut-être que je me trompe pas, j'oublie rien. La logistique aussi. La logistique, exact, oui, c'est les trois grands. Où est-ce qu'on en était avant le confinement? Qu'est-ce qui s'est passé, enfin avant le premier confinement? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la crise, la pandémie? Et quelles sont les tendances du futur qu'on voit éclore? Est-ce que je peux te laisser comme ça, carte blanche? Je pars, je vais me faire un café. Oui, alors on va commencer par les commerces, je pense, parce que c'est un peu, à mon sens, c'est ce qui est le plus facile à comprendre. Je pense qu'on va faire du plus simple au plus complexe. Les commerces, ce qu'il faut savoir, avant la crise, on était déjà sur un marché qui n'était pas forcément tendu. C'est-à-dire qu'on avait certaines zones qui étaient tendues, donc les zones économiques traditionnelles. On avait Lyon, on avait Bordeaux, on avait un peu Toulouse, mais pas beaucoup. On avait surtout Paris, évidemment, qui était assez dynamique. Mais on était de manière générale sur un marché avec des prix qui baissent depuis 5-10 ans. Voilà. Donc en fait, on n'a pas vécu une transformation énorme sur les commerces. Alors ça a accéléré un peu, non? Parce que ah oui, clairement, ça s'est accéléré. Et là, quand on parle des commerces, c'est qu'il y a quand même dedans, j'imagine, on en a parlé ici, en tout cas c'est ma forte intuition depuis assez longtemps, il y a tous les commerces de bouche et de nourriture, etc., qui sont mis à part. CHR, on dit, c'est ça? Alors, alimentation, c'est commerce de bouche, alimentation. CHR, c'est café, hôtel, restaurant. Okay. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est fringues, tout ce qui est plus... mode, beauté, voilà, bien-être. Et là, qui est très, très, très concurrencé par... Internet, quoi. Je veux dire, alors, même si Deliveroo, on a parlé des dark kitchen, des choses comme ça, concurrence un peu peut-être les restaurants, c'est quand même pas le même usage, souvent, c'est quand même pour dîner chez toi, quoi. Pardon. Et, pas de souci. Ouais. Et du coup, sur les commerces, donc, en effet, en fait, on avait un marché qui était déjà en train avec des prix qui baissaient déjà, qui était déjà pas très tendu, qui, bien sûr, s'est transformé pendant la crise, hein, voilà. Et en fait, on a vu, en effet, différentes tendances. Alors, on a toujours la même tendance où on nous a dit, de manière générale, je vais changer l'emplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y avait une certaine logique dans le fait d'investir à Paris, par exemple, parce qu'on se disait, je vais aller louer ou acheter à Paris, parce que je vais avoir un grand rendement derrière qui va être suffisant, étant donné qu'il y a suffisamment de consommateurs pour justifier du fait que je vais payer un prix foncier, un prix de l'immobilier qui va être assez élevé. Parce qu'on pouvait en fait répercuter ce prix sur toute la marchandise qui est vendue derrière. Aujourd'hui... Ce qui faisait que tu payais une pinte à 18 €. Quoi. Exactement. Et que dans certains endroits, voilà, tout à fait, que dans certains endroits, on la paye à 3,50, mais on est sur certains endroits qui très certainement étaient à un prix un peu inférieur. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé pendant le confinement, le premier notamment, c'est qu'on a vu les recherches qui se sont effondrées sur les commerces. Évidemment, on avait les commerces qui étaient fermés, on n'avait plus personne qui pouvait aller dans les bars ou dans les restaurants, donc tout de suite, ça paraissait assez, voilà, ça a choqué. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, on a une sorte d'apprentissage. Les recherches, quand tu dis on a vu les recherches qui sont effondrées, ça vous les voyez? Oui. Vous suivez ces données en temps réel, en fait? Oui, tout à fait. Je peux les voir, moi, chez vous, elles sont publiques ou vous les gardez pour vous? Aujourd'hui, on les garde pour nous. Cachotier, c'est pas sympa, ça. Ah, on a dit, pas de transparence sur l'immobilier professionnel. Non, justement, on communique de plus en plus dessus parce qu'il y avait un problème de transparence par rapport à ça. Maintenant que t'as mon 06, tu peux me le dire à moi. On avait justement, des recherches qui ont baissé, notamment sur le CHR. Et en fait, on voyait, alors on n'avait pas non plus on n'est pas passé vraiment devant, mais on voyait des commerces de type alimentation, tabac, presse, loto notamment. Donc explosé, non? Alors qui vraiment voyaient une très belle croissance, mais pendant les périodes de confinement. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait que les personnes qui avaient un projet, alors soit c'était des personnes qui n'étaient pas très certaines et qui se sont dit je veux un projet en fait parce que j'ai envie de me reconvertir mais je sais pas trop dans quoi je vais me reconvertir, ou des gens qui souhaitaient investir parce qu'ils se sont dit en fait c'est maintenant qu'il faut investir parce que là dans l'année qui va arriver, si ça continue en fait je vais réussir à me faire énormément de retours sur mon investissement. Et en fait on voyait que après les périodes de confinement, quand on avait réouverture, même alors qu'on n'avait pas la réouverture forcément des bars, des cafés, hôtels, restaurants, on voyait quand même les recherches qui reprenaient. C'est-à-dire qu'on avait... une vraie tendance immédiate de... En fait, les gens se disent, il n'y a que les tabacs qui sont ouverts, donc du coup, je vais ouvrir un tabac. Je vais ouvrir un tabac, voilà. Les tabacs sont ouverts, je vais ouvrir un tabac. Les boulangeries sont ouvertes, je vais ouvrir une boulangerie. Et vraiment, c'était... on voyait une réaction qui, d'ailleurs, est souvent
est beaucoup plus forte sur la demande que ce qu'on va voir sur l'offre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'un coup beaucoup plus de tabac Presse Loto qui était vendu. Donc c'était vraiment... Sachant que ceux qui en avaient, ils se sont dit peut-être que je vais continuer un an, augmenter le chiffre d'affaires pour essayer de le revendre plus cher plus tard. Tout à fait. C'est marrant parce qu'en fait, c'est une mauvaise habitude, c'est une mauvaise idée. Je veux dire, tu vois, c'est un peu moutonnier. C'est un peu ce que je me disais ici. Je te parlais nous, on est à deux pas de la ligne 14 qui vient d'ouvrir ici, donc au métro Pont-Cardinet. Et j'ai l'impression que tant que le métro n'a pas ouvert, en fait, et que c'est pas réel, les prix augmentent, mais pas de ouf, tu vois. Et puis tout d'un coup, ça ouvre et pam, tu vois, tout le monde se met à chercher, mais on le sait depuis 10 ans que ça va ouvrir ici, tu vois. En fait, c'est marrant parce que l'immédiateté là-dessus, ce que tu dis, c'est pas un mythe, quoi. Exactement. En fait, on va se retrouver avec vraiment, nous, ça nous a étonné. Et puis même quand on posait la question, parce qu'on a vu sur notre site et on s'est dit, on a une majorité de la recherche, mais on n'a pas forcément l'exhaustivité de la recherche. Donc, on va aller interroger, en fait, au global, des centaines de professionnels qui viennent de partout pour leur demander, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis, est-ce que eux, c'est aussi une tendance qu'ils ressentaient? Et en fait, on s'est rendu compte que oui. C'est-à-dire que quand ils nous parlaient de leurs projets, ils parlaient principalement de projets en alimentation. Et on a vu une forte augmentation, en fait, de ce type de projet-là. Et donc ça, c'était vraiment... on les a interrogés exprès après chaque période de confinement. Donc en septembre et en mars, donc pour la période de confinement de décembre de cette année. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... ma réaction de dire celui qui a un café, il a peut-être pas intérêt à vendre, mais il faut mieux qu'il augmente son chiffre d'affaires et qu'il en profite sa dernière année, alors qu'il était plutôt vendeur avant. Finalement, si en face t'as plus d'acheteurs, il a peut-être quand même, pour une raison d'offre et de demande, intérêt à vendre maintenant parce qu'il va y avoir deux gus qui vont se battre sur son truc et il va réussir à le vendre plus cher. Alors pour les cafés, hôtels, restaurants, oui, en fait, s'il trouvait quelqu'un pour revendre potentiellement, s'il savait que ça allait être très compliqué, alors après il fallait savoir. Tabac, pardon, j'ai dit voilà, café, parce que tabac, un tabac pour le coup, tout dépend en fait de ce qu'il souhaite faire, c'est-à-dire que s'il souhaite revendre, oui, qu'il revende. En fait, là, en ce moment, pendant ces périodes-là, il peut revendre à prix fort. Après, là où il y a une différence justement entre cette instantanéité de la recherche, de cette modification en fait qui va se faire assez rapidement, c'est qu'en termes de prix, on n'est pas exactement sur les mêmes périodes. Les prix vont avoir beaucoup plus, vont mettre de manière générale, en tout cas, beaucoup plus de temps à s'équilibrer. Et donc après, tout va dépendre en fait de ce qu'on est capable de mettre en face. Quand vous avez un bon chiffre d'affaires et que votre chiffre d'affaires est pérenne, même sur les années de Covid, oui, vous allez pouvoir vendre beaucoup plus facilement. Très clair. Petit zoom juste sur justement, je parlais des tabacs, donc ça semble évident, mais sur les hôtels et les cafés qui étaient fermés, là, personne voulait en ouvrir, si en acheter, ou quand même? Alors, on a eu... Parce que tu pourrais dire, pardon, moi, mon intuition, excuse-moi Mélisse, mais elle était de me dire à ce moment-là, en fait, il va y avoir des tas de gens qui ont investi très cher il y a 2-3 ans, qui vont paniquer, qui vont se dire je vais vendre. Et toi, c'est peut-être le moment d'arriver sur le marché, de te dire moi je vais payer les 2/3 du prix ou les 3/4 du prix. Et puis. Alors. Pour ceux qui souhaitent, moi j'ai pas les données du coup de prix spécifiquement pour les hôtels, mais en effet on a eu beaucoup moins de recherches sur ce type de biens-là, mais là de manière générale, c'est-à-dire que même depuis la reprise on a quand même moins de recherches. C'est toujours ce qui va ressortir le plus dans le CHR justement, ce sont les cafés, bars, restaurants. Voilà. Après, côté hôtellerie, moi mon conseil ce serait pas de vendre tout de suite en fait. Attendez, parce que sinon vous allez vendre en effet à certainement un quart du prix de ce que vous l'avez acheté. Et pour autant, on sait que si on a réouverture des frontières, tout dépend bien sûr de la liquidité qu'on a derrière, des fonds de trésorerie qu'on a, mais avec la réouverture des frontières, en fait, vous allez refaire de nouveau normalement de belles années plus tard, quoi. Alors nonobstant les histoires d'aide, parce qu'il y en a eu beaucoup, bien etc. Sûr. Mais si t'es acheteur et que t'arrives à trouver des belles affaires, c'est peut-être un endroit qu'il faut regarder quand même, quoi. Tout à fait. Si t'es vendeur, faut essayer de résister, mais très clair. Sur le retail, l'immobilier T'as vu des tendances alors que je dis retail, mais je parlais vêtements peu importe, tout ce qui est concurrencé par Amazon, quoi. On a eu pas particulièrement de baisse. Après, on n'était pas forcément sur quelque chose qui était déjà avant la crise justement en forte progression. En fait, ce qui s'est passé de manière générale sur le marché au global, c'est qu'on avait à la base, donc il y a en effet 10-5 ans, en fait, le gros du marché, c'était le retail, l'habillement. Et ça a été donc concurrencé il y a 5-10 ans par tout ce qui était vente en ligne. Et en fait, à partir de ce moment-là, déjà, il y a eu des restructurations qui ont été faites, ce qu'on appelle la rationalisation des investissements fonciers, du coup, sur le marché,
où on s'est déjà retrouvé en fait avec par exemple du H&M ou du Zara qui avait un peu partout, qui avait investi un peu partout en fait pour avoir pour se dire je vais être au plus proche des acheteurs et donc je vais aller même dans des villes qui sont peut-être un petit peu moins intéressantes parce que ça fonctionne bien. Et en fait, on a dû rationaliser pour vraiment se positionner sur des endroits où là, on avait une très forte zone de chalandise en fait où on allait avoir le plus possible de consommateurs. Donc en fait, cette rationalisation, elle a déjà commencé avant et on l'a pas vu exploser non plus ces derniers temps, notamment parce que alors justement, il y a le commerce en ligne qui a quand même aidé. Alors on n'a pas été sur des progressions de vente au global sur le retail, mais ça a quand même aidé à soutenir les enseignes. Et on continue, en fait, ça continue, la rationalisation continue. Voilà. Là-dessus, on n'est pas... Et là-dessus, toi, tu n'arrives pas à voir par secteur, par type de, je sais pas moi, peut-être que des librairies ou... Enfin, est-ce qu'il y a des endroits où il y a espace ? Justement, ça fait penser, je regardais tout à l'heure, et librairie, papeterie, c'était quelque chose qui remontait plutôt pas mal. Voilà, par rapport à tout ce qu'on pouvait avoir d'autre en termes de commerce de proximité. Et donc je pense que ça aussi librairie, papeterie, c'est des choses qui pourtant n'étaient pas ouvertes pendant voilà. Et on le voit remonter depuis cette dernière saison du Covid, épisode de Covid. Maintenant, on n'est quand même pas sur des niveaux saison numéro 3. Exactement. On n'est pas sur des mêmes niveaux que ce qu'on pourrait avoir en CHR ou en alimentation, quoi. Et en alimentation, justement, donc alimentation, c'est le Franprix et l'épicier ou c'est... Alors, c'est plutôt commerce de proximité, alimentation, boucherie, charcuterie, boulangerie, ça, etc. Ça cartonne, non ? Et ça fonctionne super bien. Ouais, ça fonctionne très les bien. Les bouchers à Paris, c'est l'embellie. Oui. Ah mais oui, et en fait, ça fonctionne vraiment bien. Le premier, justement, c'est boucherie, charcuterie, et ensuite, on a boulangerie, pâtisserie. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter en plus, parce que personne ne veut les bosser dans ces métiers trop durs, quoi. C'est compliqué comme métier, ouais. Ok. Et donc, eux, les emplacements augmentent, sont recherchés, etc. Mais tu peux ouvrir une boulangerie dans un emplacement d'un... Où tu veux, en fait. Ouais. Et c'est quoi qu'il y a le four, quand même. Il faut quand même avoir une extraction aussi, non ? Il faut avoir une extraction pour boulangerie. Okay. Pour charcuterie, à mon sens, non. Après, là-dessus, je ne suis pas experte des charcuteries, mais au global... Je suis rien. Voilà, donc normalement... Après, rôtisserie, s'il y a besoin d'extraction, du coup, tout va dépendre du type de commerce qui va être recherché. Mais en termes d'emplacement, en fait, si on regarde après de manière plus générale, c'est-à-dire vraiment à l'échelle des régions, là où il y a eu un changement sur les commerces, c'est que, alors ça a été le changement qui a touché tous les types de biens, c'est-à-dire commerce, logistique, bureau. On a vraiment une demande qui s'est déplacée et qui a profité de la crise, qui s'est déplacée en Bretagne. En Bretagne. Voilà. En Bretagne, dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Pourquoi pas dans le Nord, ou je sais pas, à l'Est. En Bretagne, notamment, parce que, alors on le voit en Bretagne et en Midi-Pyrénées, dans l'Ouest, parce que, en fait, c'est là également où, alors c'est proche de Paris, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qui est Grand Ouest, Bretagne, c'est quand même pas très très loin. Et il y avait déjà une concurrence, il y avait déjà alors c'était pas une fuite non plus, mais il y avait déjà une certaine partie en fait des résidents du coup qui étaient franciliens, qui pouvaient partir vers l'ouest. Et en fait au niveau des commerces ça a suivi, et notamment c'est vraiment une question de prix. C'est-à-dire que quand on a une ville où on a des cas de Covid qui se multiplient, plus personne n'a le droit de sortir, on a de fortes restrictions, et du coup on a un retour sur investissement qui nécessairement est moindre. On va aller vers des villes ou des régions où en fait on se rend compte que déjà d'un point de vue santé au global, puisque ça a beaucoup compté ces derniers mois, on a moins d'impact, c'est-à-dire que côté Grand Ouest, alors il y avait des zones en Bretagne, voilà, il y a eu le variant breton, mais on a eu des zones de manière générale, en Pays de la Loire par exemple, qui étaient beaucoup moins touchées. Et du coup, le fait de se dire je peux ouvrir et potentiellement je vais pouvoir vendre en fait assez rapidement, contrairement à ce qui va se passer à Paris, ça a été un gros facteur d'incitation pour venir s'investir. Oui, puis cette envie de... tu m'avais dit ça pendant la préparation, je crois, de cet épisode, mais... cette envie finalement aussi juste de grand air. C'est ça. En fait, si t'as un mouvement, une sorte d'exode, de début d'exode dans un endroit, d'abord il est résidentiel, et puis après les gens ils vont se dire, après avoir agi, ils vont réfléchir, ils vont se dire mais qu'est-ce que je fais en fait maintenant que je suis là. Voilà, exactement. J'avais pas pensé. En fait, je vais ouvrir un tabac. Ça va fonctionner, ça a pas le droit de ça ne ferme pas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ce que je disais aussi quand on avait parlé pendant la préparation, c'est qu'on a des mouvements qui sont liés les uns aux autres. En effet, lorsqu'on a on va dire une transition de certaines zones dans le résidentiel
nécessairement on va avoir le côté économique qui va suivre, puisque de toute façon vous n'allez pas avoir, si vous avez des centaines de milliers de personnes qui partent dans une ville, il va bien falloir trouver un travail en effet. Donc ça va être soit se reconvertir, ouvrir un commerce, soit implanter des bureaux pour faire en sorte qu'ils puissent travailler aussi dans une zone économique favorable. Et évidemment, tout ce qui va suivre derrière, c'est la logistique, c'est-à-dire que ces personnes-là habitant là, nécessairement vous allez devoir faire venir les produits dans ces zones-là. Tu veux dire qu'après les crêperies bretonnes à Paris, on va avoir des brasseries parisiennes en Bretagne, c'est ça? Alors peut-être. Pour que les Parisiens bretons puissent se retrouver enfin. Exactement. D'accord. Non, mais après, évidemment, on le voyait sur le résidentiel. C'était dû principalement au fait qu'on voulait du grand air. On voulait aussi payer moins cher pour plus de surface. Et en fait, on voulait pas se sentir enfermé parce que c'est sûr que rester dans un 30-50 mètres carrés à Paris où on n'a pas forcément de terrasse ou de balcon, on n'a pas de jardin et on n'a pas le droit de sortir, c'est quand même, ça pèse plus sur le moral que quand on se dit je vais habiter en Bretagne, potentiellement pas très loin de la mer, avec la possibilité de pas forcément mettre mon masque parce que j'ai personne autour sur 3 km, quoi. Est-ce que tout ça se cumule? Est-ce que si je suis en Bretagne, à Plumélec, avec dans la rue principale au meilleur emplacement et que j'ouvre une boucherie ou une boulangerie, est-ce que c'est le jackpot ou Tout dépend de votre projet de vie. Voilà. Après, en termes. En plus, toi, tu parles pas forcément du fond de la boulangerie. Tu sais pas si elle marchera. Tu dis juste que le fond de commerce, les murs se vendent bien. C'est ça, exactement. C'est qu'ils sont bien recherchés. En fait, là où il va être intéressant d'investir, notamment pour pouvoir relouer derrière aussi, c'est là où les prix de vente en fait vont augmenter moins vite que ceux de la location, que les loyers, ou carrément vont baisser alors que les loyers vont augmenter. Et c'est ce qu'on voit en fait en Bretagne. Alors en Bretagne, les prix de vente ne baissent pas. Ils sont en train de se rééquilibrer. Là, ils sont en train d'augmenter. On a plus 6% par rapport à l'année dernière. Ah oui, quand même. Voilà. Mais par contre, on est sur des prix, des loyers qui augmentent plus vite. Donc pour l'instant, c'est toujours intéressant d'investir. Et ça augmente à peu près à 15-16%. Et du coup, on est encore sur un écart qui est intéressant. Mais de toute façon, nécessairement, là, ça fait 1 an et demi que la Bretagne est intéressante et qu'on voit justement un certain exode de professionnels et de résidentiels, voilà, qui bougent vers la Bretagne. Donc, on allait se retrouver vers un mouvement de rééquilibrage de prix. Voilà, ça met du temps, mais ça met pas beaucoup plus qu'1 an et demi quand même pour se rééquilibrer, sauf sur certaines zones. Mais sur le commerce, voilà, on le voit, c'est plutôt côté Bretagne et Midi-Pyrénées où ça fonctionne bien. Et il y a quand même, j'imagine, dans ces endroits des villes précises. Enfin, je veux dire, si t'es TGV, Rennes, Brest, je sais pas moi, d'autres, plutôt que le fin fond de la Bretagne. C'est pas forcément, justement, c'est ça qui a un peu aussi été changé avec le Covid, c'est que ça n'a pas forcément été les grandes villes qui ont bénéficié des exodes. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, on regarde en Rhône-Alpes, Rhône-Alpes qui a toujours été un bon marché, qui a quand même subi pendant la crise sanitaire, qu'il est reparti à un niveau supérieur à ce qu'il y avait avant la crise sanitaire, donc avec des recherches qui ont quasiment doublé sur les commerces, on a plus 75%, quelque chose comme ça, et avec une offre qui est en train de baisser. Donc on se rend compte forcément, là on se dit c'est un marché qui est tendu, donc c'est aussi un marché qui est intéressant. Si on trouve quelque chose, on sait un bien acheté, on sait qu'on aura derrière quelqu'un qui va revenir louer. Et en fait, c'est pas Lyon qui est le plus intéressant. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des villes autour. En fait, la région, du coup, la région Rhône-Alpes, même dans le département du Rhône, vous allez vous retrouver avec des villes qui vont être plus intéressantes que Lyon. D'accord. La logistique, tu en as touché un peu. Moi, j'adore la logistique. J'ai jamais investi là-dedans, mais je me dis que quand même, avec tout ça, évidemment, ça semble là. Et alors là, pour le coup, c'est plus lointain. C'est-à-dire que moi, c'est assez concret parce que je bosse beaucoup dans le digital, donc je sais que le dernier kilomètre, les zones tampons juste en périphérie, etc. C'est des choses qui fonctionnent à plein. Tu peux m'en parler un peu ? Ouais. Alors, la logistique, je pense que le plus abordable aujourd'hui, c'est côté local de stockage. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, ça va parler au plus grand nombre. Un local de stockage, comme on le disait, c'est une zone généralement intramuros qui va permettre de stocker certains biens, pas aussi grands, évidemment, qu'un
qu'un entrepôt. Ce sont des biens qui sont très très recherchés, qui sont aussi, et c'est là où c'est assez compliqué, tout ce qui est logistique urbaine aujourd'hui, c'est pas réglementé, c'est pas classifié comme on peut avoir sur les entrepôts. On a des entrepôts de qualification. Ça peut être dans mes parkings, là, dans les box en bas du bureau, là, par Exactement. exemple. Je peux dire, là, tiens, j'achète 3 box et je fais de la logistique urbaine, c'est ça. Et en fait, c'est la grosse complexité de ce marché-là. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un marché à proprement parler, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire. En fait, c'est pas qu'on n'est pas capable de dire, c'est qu'on peut dire que tout est de la logistique urbaine. Et nécessairement, vous allez avoir une grosse différence, par exemple, avec les locaux d'activité, où là, c'est très clair. Local d'activité, c'est pour faire de la production et du stockage. Donc, on sait en fait qu'on va avoir on va avoir différentes activités au sein d'un local d'activité, d'où le nom local d'activité. Et les entrepôts, c'est uniquement du stockage, de l'entreposage. Et du coup, on a des catégories, des entrepôts de catégorie A, catégorie B, qui vont correspondre à certains critères très spécifiques, très réglementés. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de logistique pour investir, c'est plus simple de se dire aujourd'hui, je vais peut-être reprendre un local commercial et en faire un dark store. Parce qu'en fait aujourd'hui vous allez avoir peu de biens qui vont être labellisés local de stockage en tant que tel. Là où un investissement aussi, sûr, alors je n'oserais pas aller jusque là, mais un investissement qui fonctionnait bien en tout cas et qui continue bien de fonctionner, c'est tout ce qui est locaux d'activité, notamment parce que les locaux d'activité, on peut avoir du bureau dedans aussi. Donc, c'est du bureau moins cher que recherche beaucoup aujourd'hui. Pardon, je comprends pas le local d'activité. Local d'activité. Alors, un local d'activité, c'est un local qui va regrouper plusieurs activités, de son nom. Donc, ça peut être un commerce ou un bureau, par exemple. Alors, commerce, c'est un peu moins quand même. On peut avoir des showrooms, c'est-à-dire que dans un local d'activité, généralement, c'est ce qu'on trouve plutôt en zone périurbaine, où vous allez avoir, par exemple, l'activité de production qui va être effectuée en même temps que l'activité de vente avec une zone de showroom, en même temps que l'activité de support, donc dans les bureaux. Et vous allez avoir tout ça dans un même local. Tu vois, je prends une agence digitale comme Cosa Vostra. Ici, je pourrais l'ouvrir finalement dans un local d'activité avec un accueil et dire, tiens, je vais accueillir des clients. Tout à fait. Même s'il y en a 2 qui passent par an, finalement. Exactement. Et vous pouvez également diviser, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé vous n'êtes pas obligé de reprendre tous les bureaux du local d'activité. Vous pouvez partager avec d'autres activités. Parce que vous voyez souvent, en fait, en zone périurbaine, vous allez à un endroit et vous voyez plein de pancartes qui vous disent, là, il y a un tel, là, il y a un tel, là, il y a un tel. Tu sais qu'il y a énormément je sais pas si vous les voyez passer, ces choses-là, mais autour du sport, en zone urbaine aussi, que ce soit le foot à 5, futsal, je sais pas comment on appelle ça. On parlait ce week-end du basket, où il se passe des choses. Là, en bas, on va ouvrir on va louer le local à quelqu'un qui fait du e-sport, tu vois, e-sport box. Et il fait venir des jeunes qui jouent, et en fait, dans les villes, les gens ont besoin de plus en plus d'activités. Tout à fait. Comment on appelle ça, de divertissement. L'escalade, tu vois, tout ça cartonne dans les grandes villes, quoi. C'est intéressant, ça. Et en fait, justement, sur ces locaux d'activité, ce qui est intéressant, c'est que, alors on le voit beaucoup, en fait, des locaux d'activité qui ont été transformés justement en centres sportifs. Et on le sait, quand on va un peu plus loin, on peut voir des espèces de très grands centres où vous avez beaucoup plus de place que ce que vous allez avoir intramuros. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce que les prix sont moins chers. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vous n'êtes pas intramuros, vous n'êtes pas dans Paris, vous n'êtes pas dans Lyon. Et du coup, le prix de l'immobilier est moins cher. Vous pouvez avoir des plus grandes surfaces. Et vous allez avoir aussi du coup plus de facilité pour investir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à peu près sur les commerces, on est à 78-80% d'investissement qui est fait à l'aide d'un prêt. Donc, vous devez nécessairement justifier de la rentabilité de votre activité derrière. C'est beaucoup et à la fois, oui, ça me semble normal. C'est logique. Je n'achète pas cash, quoi. C'est ça. On a fait le tour. J'ai loupé des grosses tendances. Au niveau des bureaux, un petit peu, une des tendances je pense, un peu désacralisée, c'est-à-dire que tout le monde s'est dit, les bureaux, ça y est, c'est fini. Voilà, tout le monde a un petit peu, on a pris peur, on s'est dit, bon, il y a le télétravail, déjà il y avait le coworking avant, donc en fait là c'est bon, le bureau traditionnel à oublier. On va tous se focaliser sur les petites surfaces. Les grandes surfaces, ça sert plus à rien, sauf pour des très grandes entreprises. Ou alors, on va les prendre pour pouvoir ensuite les découper en fait et les sous-louer et faire du flex office. On n'est pas exactement aujourd'hui, quand on regarde les recherches, sur des tendances telles quelles. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a vu des tendances en fait pendant les épisodes de confinement où on est passé de tout à rien, quoi. Où on était où traditionnellement on était plutôt sur des surfaces qui étaient recherchées entre
entre 100 et 500 mètres carrés, donc 100 à 200, 200 à 500. Et puis en fait, quand on est passé pendant les épisodes de confinement, là on a vu la part des bureaux entre 1 et 50 mètres carrés qui a explosé. D'accord. Voilà, elle a explosé, on est passé vraiment simple double, c'est-à-dire que vous étiez sur du 12% en règle générale, et puis on est passé sur du 25% quoi, de recherche, en termes de recherche au global. Et en fait, à chaque fois que les épisodes de confinement revenaient, donc ça baissait. Après, à chaque fois que les épisodes de confinement revenaient, ça revenait. Et là, donc, c'est depuis la reprise ces 3 derniers mois, 2-3 derniers mois, on se rend compte qu'en fait, non, on a un rééquilibrage qui s'est fait sur le marché, où au final, les surfaces qui sont recherchées, ce sont des surfaces aujourd'hui qui sont bien entre 100, 200, 200 à 500, et on a même eu un décalage vers des grosses surfaces, donc entre 1000 et 5000 mètres carrés, où on a plus aujourd'hui de recherche que ce qu'on pouvait avoir avant la crise. Et incroyable. Ça pour la simple et bonne raison que le prix au mètre carré a baissé sur les bureaux au global. Et donc forcément, ça représente aussi un investissement qui peut être intéressant puisque on peut acheter et puis après derrière, on peut découper en fait et sous-louer à différentes entreprises, différentes activités. C'est vrai que moi j'adore les tout petits bureaux. Enfin, je trouve que les entrepreneurs ou même d'ailleurs, c'est des choses intéressantes à acheter parce que en fait, il y a plein d'activités possibles pour des petits bureaux. Et il y a toujours je connais plein de gens qui en cherchent. Alors, dans certains quartiers, évidemment, dans Paris, mais pas que. Et souvent, je leur dis, mais cherche à acheter, tu verras, il y a des choses. Sur les plus gros, tu me surprends énormément parce que, en effet, les 1000, 5000, tu vois, avec les conditions sanitaires, le fait de pas pouvoir recevoir tout le monde, de devoir éventuellement soit mettre des masques, soit vraiment adapter les bureaux avec des sens de circulation, avec des tas de choses, je me dis que c'est pas hyper rassurant. Et après, je me dis surtout sur certaines zones, parce que je te parlais de la Défense, je l'ai déjà dit ici, mais en fait, moi, je me dis quand même que maintenant, alors déjà, comme toi tu me disais que t'es 2 jours par semaine au bureau, obligatoire. Nous, c'est ce qu'on a mis à peu près ici. On dit aux gens, s'il vous plaît, venez plutôt 2 jours par semaine, c'est le mieux. C'est pas totalement ferme, mais c'est un peu l'idée. Mais donc finalement, si tu as 1000 employés, ça fait que plus que 20%. Alors si tu es en flex, sauf s'ils ont tous leur bureau, mais 20%, tu as besoin de moins de bureaux en fait, quoi qu'il arrive, mécaniquement. Donc je pensais que sur les très grosses surfaces, en fait, ça allait se tasser un peu. En fait, c'est que on prend ça en compte en se disant, en voyant, c'est ça qui est assez contradictoire, c'est qu'en fait, on voit la situation aujourd'hui dans nos yeux d'avant la crise. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais aujourd'hui, en fait, il y a le flex office, donc on n'a plus besoin d'avoir des grandes surfaces. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est toujours la même chose. Quand vous avez une crise, vous avez des mutations, et quand vous avez des besoins qui changent, vous avez des solutions qui changent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être plus intéressant d'acheter son bureau en fait de 1000 à 5000 mètres carrés en se disant, je vais sous-louer une partie de mes bureaux. En se disant, je vais sous-louer une partie de mes bureaux. Vous avez des nouvelles solutions hyper intéressantes qui se sont développées avec la possibilité en fait de visualiser en amont comment est-ce que vous allez pouvoir aménager votre bureau en flex office en fonction des différentes variables que vous allez avoir. C'est-à-dire, j'ai tant d'employés, je veux qu'ils soient en tant de jours en flex office et je veux pouvoir sous-louer une partie de mes bureaux tant de jours pour que ça me ramène tant. Et vous allez pouvoir avoir des choses qui se font comme ça automatiquement. Tu fais de la location aussi, sur donc Se Loger, bureau et commerce. Tout à fait. Tu as vu comme je fais bien la promo. .com. Eh bien, vous faites de la location aussi. Tu pourrais m'aider à me projeter, me dire la tendance, la demande en location en ce moment est bonne aussi, non? Alors, la demande en location en bureau? Oui, non, mais si je te dis, tiens, je voudrais acheter peut-être un bureau dans le 8e ou dans le machin, tu pourrais me donner des tendances en ce moment sur telle ville, est-ce que c'est plutôt à la hausse ou à la mais tu ne le fais pas. Je pourrais. À Paris, on est de manière générale, sur les bureaux à la location, il y a une petite reprise qui s'est faite là, enfin petite. Il y a une reprise qui s'est faite les mois de mai-juin. On a vu quand même pendant 1 an et demi les recherches qui se sont globalement effondrées avec l'offre qui a augmenté. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu déjà, de manière générale, à l'échelle nationale, aujourd'hui, vous avez 30% d'offres supplémentaires par rapport à avant la crise et 10% de recherche supplémentaires. Donc, c'est quand même, on se dit, c'est bien, il y a plus de recherche, mais on a quand même une offre qui est plus forte aujourd'hui que ce que vous allez avoir en termes de demande. Et en plus de ça, on est vraiment sur des zones où vous allez avoir des marchés très tendus et des zones où vous allez avoir des marchés beaucoup moins tendus. Donc, Paris, en ce moment, c'est moins tendu.
que ce qu'on pouvait voir avant. Là où c'est intéressant, potentiellement, alors vous avez Levallois-Perret qui est intéressant. Ouais, Levallois-Perret. Ça fonctionne bien. Vous avez les prix à la vente qui baissent et les loyers qui augmentent. Champigny-sur-Marne aussi, qui est, voilà. Donc des zones autour de Paris qui restent quand même assez intéressantes. Maintenant, Paris intramuros aujourd'hui, ça n'a pas encore repris de manière suffisamment intéressante pour qu'on puisse se dire ça vaut le coup d'investir. Après, vous avez toujours des endroits quand même dans le 17, dans le 18 où les loyers augmentent, mais les prix de vente ne sont pas non plus stables. Voilà, ils augmentent un petit peu aussi. Donc vous allez être sur peut-être des endroits qui sont un peu moins intéressants en termes d'investissement. Après, de manière générale, si vous avez une bonne affaire dans le 8e, dans le 9e, dans le 17e, les zones qui historiquement sont le QCA, enfin le quartier central des affaires, allez-y. C'est-à-dire que ne vous dites pas oui, mais là en fait demain ça fonctionnera pas. Non, pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup même d'aides qui sont prévues, qui avaient été proposées par le gouvernement pour faire en sorte les titres bureaux, pour faire en sorte qu'on retourne au bureau, au même titre que les titres restaurants en fait. Donc défiscaliser une partie des dépenses de l'entreprise pour faciliter l'accès au bureau des personnes qui étaient en télétravail. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se prévoir et c'est tout un pan de l'économie en fait que je ne pense pas qu'on va laisser tomber. Voilà, ça me paraîtrait un peu particulier qu'on se dise que le type d'actif qui est principalement celui dans lequel on investit aujourd'hui en France, quasiment les 3/4 des investissements se font dans les bureaux. Ce serait un peu bizarre de se dire on va laisser tomber complètement ce type d'actif-là. Et un flashback, j'ai oublié sur la logistique, excuse-moi, je reviens là-dessus. On a parlé de logistique vraiment intramuros. En extra, je veux dire, des grands sites demain, est-ce qu'il y a beaucoup de recherches sur des espèces d'énormes entrepôts ou ça c'est géré par les opérateurs généralement plutôt? Alors, on a ce type de biens sur SeLoger Bureau et Commerce. On a pas mal de recherches, mais aujourd'hui, on voit quand même qu'on a une offre qui progresse à peu près en même temps que la recherche. On a plus de recherches à la location aujourd'hui qu'à la vente. Très clairement, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très compliqué d'investir dans un entrepôt. C'est des surfaces qui vont aller jusqu'à 50 000 mètres carrés. Et en fait, on est sur un type d'actif où aujourd'hui, ça reste généralement principalement géré par ce qu'on appelle les chargeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes en compte propre qui vont aller investir dans leur propre surface, dans leurs propres entrepôts pour être sûr que ça corresponde exactement à leurs besoins. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'un entrepôt, là où on peut se dire, c'est le début de la logistique, en fait, c'est là où on commence à entreposer. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que potentiellement, on peut devenir logisticien, c'est-à-dire qu'on peut entreposer pour plusieurs enseignes, et donc on va nécessairement faire du profit. Là où ce qu'il faut garder en tête, c'est que, comme ce que je disais, en fait, on a différentes catégories et surtout, on a des remises à jour régulières des différents critères, en fait. Ouais. Donc, vous allez avoir un parc d'anciens qui est assez conséquent. D'accord. Et qui n'est pas aujourd'hui remis à neuf ou restructuré parce que ça coûte très très cher et qu'en fait on sait. Il faut mieux quasiment faire du neuf dans ce genre d'univers. Exactement, dans ce genre d'univers, c'est plus intéressant parce qu'en fait vous savez que vous allez avoir peut-être 1 an et demi de sursis et qu'après derrière vous allez vous retrouver avec. Il va y avoir des histoires de bétonisation du sol et tout ça qui vont être réglementées un peu maintenant. Ça risque d'être plus compliqué de faire du neuf. Oui. Ça pourrait changer un peu Ça pourrait changer un peu la donne. On a eu un moratoire justement sur la nouvelle construction la construction de nouveaux entrepôts logistiques. Et donc, on se dit, on va nécessairement, on va aller vers ce parc d'entrepôts à restructurer parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Maintenant, ça reste, il y a quand même, on voit qu'il y a du lobbying, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des aides, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour éviter de faire en sorte que on se retrouve à devoir payer trop cher, en fait, pour remettre à jour, parce qu'il vaut presque mieux tout casser et reconstruire derrière. Tout à fait. Il y a un endroit qu'on a oublié, je crois, par rapport à notre préparation. C'est tout ce qui est bien-être, coiffure, beauté, etc. Et ça, tu me disais que ça marchait bien. Alors, finalement, c'est quand même le même local pour ça que la mode. Oui, c'est à peu près... voilà. Après... oui, en fait, on va avoir tout va dépendre. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où c'est plus intéressant de se positionner, notamment là où on sait que... là où on sait en fait que quand on va aller dans une rue par exemple, on a plusieurs. Alors ça paraît contre-intuitif, mais en fait généralement quand on pose la question aux professionnels, ils nous disent qu'ils vont aller se positionner là où ils ont de la concurrence parce qu'en fait c'est là où ils savent que du coup il y a une zone de chalandise qui va être intéressante.
Et alors qu'on serait tous quasiment prêts à parier de se dire, voilà, il vaut mieux être dans une rue où il y a personne qui fait du bien-être, comme ça vous êtes le seul à le faire. La rue des restaurants, la rue des ongleries, et puis la rue des... Tout à fait. Aberrant. Okay. Voilà. Et en fait, et après, évidemment, on n'est pas exactement sur, ça c'est sur les grandes villes. C'est-à-dire que vous allez avoir un schéma qui va être nécessairement différent sur les plus petites villes. Où en fait on va se rendre compte que vous n'allez pas avoir 150 instituts de bien-être, donc s'il y en a pas, là c'est intéressant de se positionner. Mais vous n'allez pas avoir non plus 50 rues commerçantes, nécessairement. Et ça fonctionne plutôt pas mal, ça a bien repris. C'était un petit peu comment dire, un peu plus stable et pas forcément en baisse, mais c'était pas forcément en croissance quand on regardait. Et en fait, ce qui fonctionne le mieux, alors ce ne sont pas les parfumeries, sans étonnement, ce sont les instituts justement de bien-être et la coiffure. Et la coiffure, là où évidemment ça a bien fonctionné, c'est quand on a rouvert. Voilà, un parfum, tu le vends en ligne, enfin bon, faut quand même sentir ce que ça sent, c'est mieux, mais je veux dire, et surtout ta coupe de cheveux, tu peux pas la faire en ligne après. Exactement. Tu peux la faire chez toi, mais je peux la faire moi-même aussi, mais non, je ne fais pas ça, justement, j'évite. Voilà, je préfère investir dans mes commerces de proximité. Je n'irai pas estimer tes dons d'auto-coiffeuse, mais je peux te recommander de pas essayer quand même. Ouais. Mais je me recommande à moi-même de ne pas le faire. J'ai essayé moi, c'était à 8 ans, je pense, ou un peu avant, c'était pas terrible. Et du coup, plus jamais, c'est ça. Ok, et toutes tes dernières questions subsidiaires pour un néophyte sur ton business et ton site. Est-ce qu'il y a des biens à vendre occupés? Je veux dire, oui. Donc sur lequel je peux avoir carrément le rendement, etc. Et dire en fait, tiens, il y a quelqu'un justement qui a un salon de coiffure qui est pas à lui, ou potentiellement même qui est à lui, mais il veut vendre ses murs parce qu'il a besoin de cash pour investir ailleurs ou je sais pas quoi. Donc ça, on peut trouver. On peut trouver. On peut le mettre dans les critères de recherche. On peut le mettre dans les alertes. On peut le mettre dans des mots clés quand on recherche en fait mur occupé justement. Okay. Et alors vous allez le voir principalement dans les fonds de commerce. En fait, quand on revend un fonds de commerce, potentiellement, ça peut être le propriétaire, enfin c'est plus exactement le propriétaire qui revend les murs du fonds de commerce et il y a quelqu'un à l'intérieur. Voilà. Et en fait, il revend pas nécessairement le fonds de commerce, il revend les murs. Et du coup, vous avez quelqu'un qui avait son activité à l'intérieur en disant, en fait, et vous avez du coup les informations sur le chiffre d'affaires. Alors ça, c'est à discrétion évidemment du propriétaire, à discrétion du propriétaire du fonds de commerce qui va venir pour donner le plus d'informations nécessaires, quoi. Parce que ça, c'est intéressant quand tu es dans un secteur dans lequel tu crois, je veux dire, typiquement pas la mode, eh bien, je veux dire en retail, quoi, dans la rue, tu peux te dire finalement, je vais acheter des murs, lui, il va avoir son business qui va bien marcher, ou son client, enfin, l'occupant va avoir le business qui va bien marcher, moi, je vais être bien payé, je suis content, c'est safe, je fais 6% par an, c'est cool, quoi. Et puis, sachant qu'en face, tu rembourses ton emprunt potentiellement de 1% ou 1,5%, et puis voilà, le calcul est bon. Sachant que là-dessus, il y a aussi des professionnels qui vendent leurs propres murs. Ça arrive, c'est-à-dire que moi, récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, ici, si tu veux, je te rachète tes bureaux, tu me signes un bail de 9 exactement. Ans. Et puis, 9 ans. Souvent c'est ce qu'on appelle les 3-6-9. Parce que 9 ans, c'est... On m'a demandé 6-9 ou 9-12, mais 9 ans. Et donc comme ça, il est garanti, entre guillemets, que je resterai 9 ans. Alors après, ce qu'il me disait, c'est que je peux aussi le revendre, ce bail. Exactement. Je peux sortir du bail, en fait, le bail. Céder le bail à quelqu'un d'autre qui va me dire, moi, ton loyer, il m'intéresse. Exactement. Donc finalement, je te reprends et puis moi, je m'en vais. Et puis en fait, c'est même plus intéressant pour le propriétaire que tu fasses ça, parce que potentiellement, lui, derrière, il peut aller lui faire payer des droits d'entrée. Ouais. Voilà. Donc en fait, il va se reprendre en plus de ça en disant, potentiellement, je pense que si t'étais rentré à la fin du bail, j'aurais pu te le vendre, te le louer à temps. Là, je me rends compte que je vais pas pouvoir faire ça, donc. Et ça, quand on s'y connaît pas, je veux dire, chez les particuliers, on peut pas faire ça. On peut pas engager quelqu'un et lui dire, tu vas rester 9 ans, mon coco, dans ton appartement, tu signes un truc t'es obligé de le faire. Donc, c'est quand même les intérêts de ce que tu fais sur les bureaux e-commerce, c'est qu'on peut quand même aller chercher des choses sur lesquelles tu as des garanties assez importantes. Tout à fait. Avec 3 mois de loyer d'avance, avec une garantie à première demande, tu peux avoir jusqu'à 6-8 mois, presque 1 an d'argent au cas où et puis tu peux virer le locataire du jour au lendemain s'il te paye pas en plus, quoi. Enfin, c'est pas comme un locataire
c'est un peu moins. En fait, tout dépend de ce qui va être dans le bail. Oui. Voilà. Et après, tout dépend de. Oui, en fait, enfin. Alors, juste ne pas payer, il faut quand même qu'il y ait certaines autres choses, et puis il faut que ce soit quand même sur un certain temps. Mais oui, il y a quand même plus de. On va dire, il y a plus d'assurance, de réassurance du point de vue du propriétaire, où en fait le locataire s'engage sur une certaine durée. Après, encore une fois, une des choses qui a été changée et qui aujourd'hui et de plus en plus, enfin on le voit de plus en plus sur le marché des bureaux notamment. Alors pas sur les commerces. Sur les commerces, on reste quand même sur des baux traditionnels. Par contre, sur les bureaux, on va de plus en plus vers les baux précaires. C'est-à-dire des baux en fait qui vont être à moins de 3 ans, voire moins d'1 an, et qui ne sont pas du coworking, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur juste vous venez une journée, 2 jours, 1 mois, voilà. C'est vraiment en fait on va vouloir s'engager sur moins d'1 an en disant en fait je sais pas ce qui va m'arriver demain, je sais pas ce qui va se passer, potentiellement on va encore avoir une vague de Covid. Donc là je me dis c'est intéressant d'avoir un bureau parce que je me rends compte que les prix sont en train de baisser dans certains endroits et du coup je vais louer pour un certain temps, je vais voir si ça me sert à quelque chose. Mais potentiellement, je ne suis pas certain de rester là. C'est intéressant, c'est parce que ça se paye cher quand même. Ça se paye beaucoup plus cher. Voilà, parce qu'un bail 369, comparativement à un précaire, un 369, j'en ai signé quelques-uns. Enfin, généralement, en effet, tu laisses au moins 3 mois de loyer d'entrée, plus, je te disais, 3 mois de garantie, donc ça fait 6 mois de loyer. Et ça, c'est quasi le minimum. Hein, donc, je veux dire, quand tu payes 15-20 000 euros de loyer par mois pour une entreprise... Ça fait vite beaucoup d'argent à immobiliser. Ouais. Exactement. Après, sur les baux précaires, ce qui est intéressant en fait pour quelqu'un qui souhaite louer, c'est que généralement, ces baux précaires, ça vient avec un bureau tout équipé. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'acheter l'équipement. Oui. Vous faites ce qu'on appelle du plug and play, c'est-à-dire vous arrivez, vous travaillez, et puis après, derrière, si ça vous plaît pas, ou que vous aimez pas l'emplacement, que vous vous dites, en fait, ça me coûte trop cher, vous partez, quoi. Oui. Voilà. Donc et de plus en plus en fait. C'est un peu une location meublée, quoi. C'est exactement ça. C'est un peu la location meublée du bureau où et d'ailleurs on le voit croître avec également le nombre d'entreprises qui gèrent cet équipement de bureau qui croît en même temps. Oui. Voilà. Donc on est vraiment sur. Sur Génération Do It Yourself, Frank Zorn de Deskeo par exemple, un gros acteur du secteur, ce genre de choses. Exactement. Et certains vont même louer des 369 pour le relouer en bail précaire. Exactement. En dessous, donc, et ça, il y a plein de choses à faire. Hein. D'ailleurs, même sur la location. Écoute, tu m'as donné quand même beaucoup de choses en 1 heure. Je suis très très content. Pour pas trop dépasser cette heure, on va clôturer cet épisode, mais vraiment de ces dark kitchen à ces espaces de stockage, à nos amis bretons et voilà, à ta coiffure que tu feras pas toute seule. Non, mais il y a vraiment énormément d'enseignements hyper intéressants. Je pense que si vous réécoutez ça, que vous prenez des notes, vous me les partagez comme ça, je pourrais les repartager à tout le monde. Je pense qu'il y a énormément d'idées à tirer. Tu vois, je cherche la martingale avec tout ça, mais c'est vraiment l'idée, c'est de me dire là, on est au milieu d'un truc où il se passe des choses. Quoi. Tout à fait. C'est même pas il va se passer, il s'en passe déjà, il va continuer à s'en passer plein. On est dans des vraies mutations profondes du travail, du commerce, de tout ça, et à cause de la pandémie, grâce au digital, à cause des deux, grâce aux deux, j'en sais rien. Mais on est vraiment au cœur des opportunités. Et des menaces d'ailleurs, parce qu'on peut aussi bien se foirer là-dedans, donc il faut faire attention. Il faut faire attention, on est d'accord. Maëlys, est-ce que tu as une martingale, toi ? Est-ce que tu as un endroit où tu investis personnellement, qui te plaît Pas aujourd'hui, non, pas encore, mais potentiellement, moi j'aime beaucoup Toulouse, j'aime beaucoup tout le sud-ouest, et du coup, si je devais investir, ce serait là-bas, je pense. Et notamment, alors évidemment parce que j'ai les données qui m'intéressent. Nantaise d'origine corse, tu vas à Toulouse. Ouais. C'est à peu près au milieu, pas loin. Exactement, pas loin, on est entre les deux. J'ai fait mes études là-bas aussi, donc j'apprécie beaucoup cette ville. Peut-être un peu biaisée par le fait que j'ai fait mes études là-bas, justement. Mais on a des prix qui sont globalement intéressants. On est en plus de ça sur une ville qui aujourd'hui est un peu en rupture en termes d'offres d'habitation. Donc ça peut être l'endroit qui est intéressant pour pouvoir investir dans un petit bureau et se dire je le transforme. Écoute, figure-toi que j'ai fait les 4 coins de la France. Mais pas Toulouse. Mais je ne suis jamais allé dans la ville rose. Jamais. Mais alors, c'est marrant. J'ai fait des Pyrénées tu vois, je sais pas moi, à Metz, Strasbourg, Lille, Marseille, Nice, enfin tout, mais jamais Toulouse. Il va falloir que je m'y intéresse. Il faut y aller. Il faut aller à Toulouse. C'est une très belle ville. J'en doute pas. Un beau cœur économique aussi. Tous les gens adorent Toulouse. Et on adore Toulouse. Ouais. Super. Écoute, Toulouse comme martingale pour Maëlys.
Je te remercie, on te suit sur LinkedIn, Maëlys Rebora, vous tapez R-E-B-O-R-A, Maëlys M-A-I-L-Y-S. Voilà, Se Loger, vous cherchez sur Google, je mettrai les liens évidemment, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Puis si tu as des études ou des choses à me partager. Bien sûr. Ouais, tu en as, super, je les mettrai aussi dans l'épisode. Top. Inscrivez-vous sur Se Loger Bureau et Commerce.com et puis vous le regretterez pas, il y a plein de bons coups à faire, j'ai l'impression. Exactement. Merci Maëlys, merci beaucoup. Merci Mathieu. Salut à tous, n'oubliez pas de partager ces épisodes, je vous le dis bien assez, mais voilà, vous avez vu tout ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est magique. Il y en aura plein d'autres, donc abonnez-vous, likez, partagez, faites un petit like sur Apple Podcast avec un 5 étoiles important et puis un bon commentaire. Ça m'aide à remonter dans les classements, à avoir des meilleurs invités d'épisode en épisode. Bon voilà, je vais avoir du mal à faire mieux que Maëlys, mais je vais m'arracher quand même. Allez, je vous embrasse, à la semaine prochaine, salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.